Quand on va mal, et que ça se voit, les gens que notre douleur met mal à l'aise se font souvent d'abord médecins, puis prophètes, avant de devenir des parfaits inconnus. Ils se font médecins quand ils nous disent qu'ils y croient, que les traitements ou la rééducation vont marcher alors qu'ils n'en savent rien, ou que ça va passer vite et qu'on est bien pris en charge. Et même s'ils ne disent pas ça, ils se font de toute façon médecins en anticipant sur nos besoins et en présumant de notre niveau d'autonomie à différents endroits. Ah oui, effectivement, je t'ai pas invité, mais je savais pas si ça allait être adapté. Tiens, je te tiens la porte. Attends, je vais pousser ton fauteuil, t'inquiète pas, c'est que l'entièreté de ton corps et j'ai pas la moindre idée de comment tu te sens dedans, mais a priori ça te dérange pas que je te déplace sans te demander ta permission. Ensuite, ils se font prophètes en nous disant que ça va aller, que le pire est derrière nous et que la santé, ça va, ça vient, et puis on finit vite par oublier, qu'on va remonter la pente si on garde le moral, qu'on finit toujours par s'en remettre, que de toute façon, on est fort et qu'on va surmonter ça, contrairement à tous ces gens qui sont faibles et qui ne font pas d'efforts. À les écouter, ils n'ont absolument aucune difficulté à percevoir un avenir pour nous dans lequel le handicap, la maladie ou la souffrance n'existent plus du tout. Un retour à la normale. Et puis, ils deviennent de parfaits inconnus quand on comprend que c'était pas des prophéties bien intentionnées. Que quand ils disaient ça va aller, ça voulait dire je préfère me dire que c'est temporaire parce que j'ai pas envie d'avoir cette image de toi dans ma tête. Que quand il disait que le pire était derrière nous, ça voulait dire j'aimerais bien pouvoir me dire que tu vas avoir une vie présentable parce que si je te revois dans tes mauvais états, je peux plus m'identifier à toi. Et que quand il nous disait qu'on était fort et qu'on pouvait tout surmonter, ça voulait dire j'ai pas l'espace mental pour me dire qu'en fait c'est injuste et que ça pourrait m'arriver à moi. Malheureusement, c'est injuste. La souffrance existe et ça va pas aller. Et quand les gens s'en rendent compte, ils font mourir le lien qu'on avait avec eux. Quand une personne fait un AVC, son réseau social rétrécit en moyenne d'une personne écart dans les 6 mois qui suivent. En général, les liens familiaux tiennent, mais ses amitiés s'effondrent. Son réseau social devient restreint ou non soutenu dans les 6 mois, dans 17% des cas. Avant l'AVC, c'est 3%. Quand une personne vit avec un traumatisme crânien sévère, elle ne garde 10 ans après que 3,35 amis en moyenne. Quand une personne est handicapée, elle a plus d'une chance sur 2 de se déclarer seule, et près de 8 chances sur 10 si elle a entre 18 et 34 ans. Les personnes qui perdent la vue se sentent 2 fois plus seules que la population générale. Et ça, c'est encore plus clair à mesure que la personne qui souffre était une personne sur laquelle on pouvait facilement projeter des attentes. Quand une femme hétérosexuelle atteinte d'un cancer ou d'une sclérose en plaques est en couple, elle a 20,8% de risque que la relation se termine dans l'année qui suit le diagnostic, contre 2,9% quand c'est un homme dans la même situation. Et si elle tombe gravement malade après 50 ans, son risque de divorcer augmente alors qu'il n'augmente pas quand c'est son mari qui tombe malade. Elle devient une personne dont il faut s'occuper, dont il faut prendre soin, et plus une personne qui prend soin comme on l'attendrait. Et d'ailleurs, la majorité des divorces ont lieu très rapidement après le diagnostic. A l'inverse, quand un homme qui a subi une lésion médulaire, donc une lésion de la moelle épinière, se marie, son risque de divorcer est 2 fois supérieur à celui d'une femme dans la même situation. Le script masculin patriarcal reposait sur 3 piliers: le revenu, le corps capable et la performance sexuelle. La lésion médulaire, elle a cette particularité de fragiliser les 3 en même temps. Sa femme, elle l'a épousé déjà handicapé, mais ce qui se vivait comme un choix au départ devient avec le temps une charge que le script masculin n'arrive pas à faire tenir. Et donc c'est elle qui initie le divorce. Et qu'on s'entende, dans les 2 cas, c'est la même assignation qui produit la rupture. Le patriarcat distribue les rôles avant même que la maladie n'arrive. À la femme, le soin, la disponibilité et la présence patiente. À l'homme, le revenu, le corps capable et la performance. Ce sont des fonctions, et le couple hétérosexuel se construit sur le fantasme de leur complémentarité. Quand la maladie ou le handicap arrive, ce n'est pas une personne qu'on regarde différemment, c'est une fonction qui ne peut plus être tenue. Et le couple, qui n'avait jamais été un lien entre 2 personnes, mais un arrangement entre 2 rôles, se défait à l'endroit exact où le rôle s'effondre. Dans les 2 cas, c'est la personne qui souffre, malade ou handicapée, qui est lâchée parce qu'elle ne tient plus la fonction qu'on lui avait attribuée dans le couple. Et donc qu'il s'agisse d'amis, de partenaires ou de connaissances, peut-être qu'en fait le ça va aller, ça veut aussi dire je m'en fais pas pour moi. De toute façon, soit tu vas retrouver ton rôle dans ma vie, soit je vais t'oublier. C'est bizarre qu'une relation ne puisse pas survivre à la transformation du lien. On croirait pourtant que ce qu'on aime dans les relations, c'est les gens, et qu'on pourrait s'adapter plus facilement que ça. Mais ce qui fait tenir ensemble le validisme et le patriarcat, c'est l'économie productiviste du lien social. C'est pour ça qu'on veut que les gens guérissent, et qu'on veut que ça aille. Pour que la fiction du lien tienne,
il faut que les personnes puissent redevenir qui elles étaient. C'est ça aussi qui fait que la société accepte plus volontiers de financer la guérison des personnes handicapées qu'elle n'accepte de financer leur vie, ou de chercher à répondre à leurs besoins. Le Téléthon n'a pas de problème à récolter des centaines de millions d'euros chaque année pour la recherche parce que le Téléthon, il vend un récit de guérison des personnes qu'il montre à la télé. Ces personnes qu'on aimerait bien voir se lever de leur fauteuil, ça ferait du bien de voir ça. Et pendant ce temps, l'allocation adulte handicapé reste sous le seuil de pauvreté. La prestation compensatoire du handicap reste sous-attribuée. L'accessibilité n'existe que dans des intentions portées par des décrets qui ne sont jamais appliqués. Et les gens restent enfermés dans des institutions, faute d'auxiliaires de vie. On veut bien payer pour qu'elles deviennent des personnes valides, mais on ne veut pas payer pour que des personnes handicapées puissent vivre. La notion d'habiter son handicap, ça paraît presque antinomique. Parce que dans une économie productiviste du lien, une personne handicapée qui vit sans guérir, c'est une personne qui force tout le monde à reconnaître qu'on peut exister, hors de la fonction qu'on devrait tenir. C'est une personne qui sort d'un contrat social qu'elle ne savait même pas qu'elle avait signé. Cette vidéo, c'est une réponse à un commentaire que j'ai eu un jour sous une autre. Je disais dans la vidéo que mon mari était en fauteuil roulant et qu'il était aveugle, et qu'a priori ça allait encore un peu s'aggraver avant qu'il reste comme ça toute sa vie. Et ça n'a pas empêché plusieurs personnes de me laisser un commentaire pour dire à mon mari que ça allait aller mieux, qu'il allait se remettre sur ses pieds, qu'ils y croyaient, ou tout simplement qu'ils lui souhaitaient de se rétablir. Et je sais plus pourquoi j'ai supprimé tous ces commentaires, mais il y en a un auquel j'ai eu envie de répondre. Des fois je fais ça quand un commentaire est globalement gentil et pertinent, mais qu'à la fin il y a un truc qui va vraiment pas, parce que là je me dis que c'est plus facile de s'imaginer que la personne, elle va se remettre en question. Et donc je lui ai expliqué pourquoi on ne disait pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne lui souhaitait pas de se rétablir de son handicap. Que la personne, elle a souvent dû faire un travail énorme sur elle-même pour arrêter de se souhaiter à elle-même de guérir et commencer à se souhaiter de réussir à vivre une vie heureuse avec son handicap. Et c'est dur, c'est infiniment difficile de faire ça, parce que on voit le fauteuil, on voit les lunettes noires, mais on voit pas la douleur. Quand on a mal, horriblement mal, chaque seconde de sa vie, on est en lutte contre notre douleur, souvent pendant des années, avant de réussir à concevoir une vie dans laquelle elle n'est pas le personnage principal. Et quand on a réussi à vivre et à se construire avec la douleur, on n'a pas envie que quelqu'un nous ramène à la lutte, au fantasme selon lequel, en se battant suffisamment, en ne se concentrant que sur ça, on arrivera à la faire partir. Que ce serait une question de volonté, de solution qu'on n'aurait pas encore trouvée, ou de progrès de la médecine à venir. Parce que ce fantasme-là, c'est facile d'y croire. Et d'ailleurs, souvent, les premiers à l'entretenir, c'est les médecins eux-mêmes. Et dès que quelqu'un a le même discours que les médecins, c'est la vulnérabilité inhérente au trauma médical qui se réveille, et qui rouvre la porte à l'auto-gaslight et à la compliance. Je lui ai expliqué tout ça, mais la personne ne s'est pas remise en question. Elle m'a même insulté et m'a dit qu'on avait succombé à la résignation, que c'était trop facile de pas avoir d'espoir, qu'elle nous souhaitait de changer de perspective. Et puis évidemment, elle a illustré son fantasme par l'exemple. Je pense que vous voyez tout de suite venir le récit du bon handicapé qui surpasse sa condition. C'est les récits préférés des fétichistes de cul-de-jatte. Mais alors bizarrement, c'est toujours que des cul-de-jatte qui survivent dans des environnements extraordinairement hostiles pour eux. Parce que ça rassure, ça. Ça permet de se dire que c'est effectivement pas à la société de s'adapter. C'est que quand on veut, on peut, et que les handicapés qui peuvent pas, c'est ceux qui se morfondent sur leur sort. Et j'imagine assez bien comment elle a écrit la suite de son commentaire. Elle a dû prendre un air inspiré et paternaliste, et puis avec ses mains de bouffonne sur son clavier de bouffonne, là, elle a écrit « Eh ben moi, j'ai une amie qui a été amputée d'une jambe, et elle pouvait même plus marcher, alors qu'elle était danseuse professionnelle, mais elle a décidé qu'elle allait pas arrêter de danser. Et du coup, une fois qu'elle a eu sa prothèse, elle a fait des mois de rééducation, et elle est redevenue danseuse, et elle l'est toujours aujourd'hui. » Quand je vous disais qu'on n'aime pas les gens, mais qu'on aime ce qu'ils produisent et le rôle social qu'ils occupent, vous remarquerez que chez ces gens-là, les valides, c'est toujours impossible de penser le handicap autrement qu'à travers des récits de redressement. Et je me demande vraiment ce qu'elle aurait fait ou dit si son amie, elle s'était pas remise à danser, mais qu'elle s'était mise à peindre ou à faire de la broderie. Si ça aurait quand même été un récit de dépassement et de résilience, voire même, est-ce que cette personne existerait encore dans son esprit? Est-ce qu'elle saurait ou est-ce qu'elle même prendrait en compte juste que son amie s'épanouit à faire autre chose que ce qu'elle faisait avant d'être handicapée? Parce que je remarque deux choses. La première, c'est que on a toujours les récits post-rééducation, comme si les gens disparaissaient de la vie de leurs amis tant qu'ils sont pas encore remis sur pied. Et la deuxième, c'est qu'on entend toujours ces récits narrés à la troisième personne. T'es sûr que c'est encore ton amie? Elle sait que t'écris ça dans mes commentaires? Elle sait qu'elle a arrêté d'être une personne avec un nom et qu'elle est devenue une histoire inspirante que tu vas appliquer sur les autres en espérant que ça produise la même inspiration que ça a fait pour toi? C'est toujours la même chose. La personne handicapée n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour produire, chez les personnes valides, un sentiment de gratitude, de courage et de remotivation. Elle est encore une fonction.
elle produit de l'émotion utile. Et là, ce serait assez logique de se dire que moi, face à ça, ce que je propose pour les personnes qui souffrent, c'est du désespoir. Qu'au-delà d'une critique d'une émotion utile pour les valides, je ne propose pas un cadre émotionnel concurrent pour les personnes qui ne le sont pas. Sauf que savoir que la vie est injuste, c'est pas du désespoir. Et c'est encore moins une invitation à la dépression collective. C'est encore pire que ça. C'est une invitation au deuil. Intellectuellement, on sait que la vie est pas juste, que des gens souffrent parce qu'ils sont pas nés dans le bon pays ou qu'ils sont pas nés dans le bon corps, et que ça, c'est une loterie à laquelle il est plus facile de perdre que de gagner. Mais intérieurement, on entretient une fiction de justice, qui est une fiction utile. Si le monde est injuste, pourquoi est-ce que je me fatiguerais à investir des efforts pour l'habiter? Si la quantité de mes efforts n'a rien à voir avec la qualité de ma vie, alors le plus simple, ce serait de renoncer à me faire une vie heureuse, parce que ça peut échouer. Ça, la fiction de justice, c'est le premier niveau de réflexion. C'est la manière dont on peut se permettre de penser quand on a le privilège de constater que, a priori, quand on s'investit assez, les résultats y viennent et ils sont plutôt satisfaisants que l'inverse. Mais quand on n'est pas privilégié, cette fiction, elle nous rend pas service, parce qu'elle nous amène à nous dire que c'est ou la qualité de nos efforts ou la qualité de nos personnes qui est en faute. Si le monde est juste et que ma vie c'est de la merde, alors je suis une merde. Faire le deuil de la justice du monde, c'est renoncer à un ensemble de représentations qui, jusqu'à ce que le handicap nous tombe dessus, nous ont aidés à survivre. C'est sur l'idée d'une justice universelle qu'on construit un récit de nous-mêmes qui nous permet de nous valoriser, d'avoir l'impression qu'on n'a pas fait des trop mauvais choix. Mais quand l'injustice nous frappe, ne pas la voir et ne pas voir la cohérence qu'elle produit, c'est être embarqué dans un combat qu'on peut pas gagner. Parce qu'on peut pas être à la fois le coupable et la victime. Savoir que c'est pas juste, c'est ne plus être en lutte à l'intérieur, c'est être en colère. Et c'est dur, hein. C'est dur la colère, parce que c'est pas agréable comme émotion la colère. La colère, c'est pas un caprice de victime, c'est un affect qu'on entretient face à une société qui nous jure, croix de bois, croix de fer, qu'elle fait de son mieux et qu'elle comprend pas pourquoi on n'y arrive pas. Mais on l'entretient quand même, cette colère, parce qu'elle redirige les choses au bon endroit et qu'elle fait sens de ce qui nous arrive. Et elle est vraiment dure, c'est dur de sortir de chez soi et de voir à quel point les gens ne s'adaptent pas, à quel point la société est de mauvaise volonté, et à quel point l'extérieur est agressif et hostile à notre existence. Mais au moins, quand on est chez nous, on est en paix. Se battre contre soi-même, intérioriser le gaslight, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas un stade à partir duquel on ne pourrait pas encore plus se détester. Il reste toujours de la marge pour un peu plus de culpabilité, de honte et d'humiliation. Quand on se dit que le monde est juste, il n'y a pas un niveau d'épuisement tellement intense qu'on peut enfin réussir à se dire « je fais de mon mieux ». Ça sera toujours « je fais pas assez ». Et si, peu importe les efforts que j'arrive à produire aujourd'hui, c'est toujours pas assez, eh ben il reste la rééducation. La rééducation, jusque dans son nom, c'est la structure validiste dans ce qu'elle a de plus colonial qui se rend visible. La rééducation au sens colonial, c'est « tu vas finir par devenir blanc ou échouer ». La rééducation au sens thérapeutique, c'est « tu vas finir par devenir valide ou échouer ». Dans les deux cas, cet horizon, il n'existe pas. Il est là pour qu'on puisse nous reprocher de ne pas l'avoir atteint. Tout ce qui n'est pas le retour à la marche, à la vue, au corps fonctionnel tel qu'il était avant, c'est un échec. Dans les Disability Studies, on appelle ça l'imaginaire curatif. Mais dans la réalité, il y a un paradoxe. Plus la personne progresse, plus elle prend conscience du plafond. Les premiers mois, en général, c'est la naissance d'un espoir. Les derniers mois, quand le pronostic se stabilise, quand les soignantes et les soignants réduisent les objectifs et réduisent le nombre de séances, ou que carrément la personne sort de l'institution, c'est l'effondrement. La rééducation, le plus souvent pendant en gros 1 an, elle a maintenu un horizon de cure qui était optimiste. Mais d'un coup, on prive la personne de cet horizon. Et la personne, elle ressort handicapée, alors qu'on ne lui a pas appris à l'être. Et c'est en général à ce moment-là que les gens se suicident. Et quand ça arrive, le système médical, il n'a pas échoué. Il a consciemment placé l'importance d'un retour à la norme au-dessus de celle du consentement éclairé de la personne. On la pousse à marcher sans demander si elle serait plus mobile en fauteuil. On lui interdit d'apprendre le braille parce qu'on espère quand même qu'elle récupérera la vue. On l'empêche de signer parce que ça pourrait compromettre l'oralisation. On lui donne des dilatateurs en plastique après son cancer parce que concevoir une sexualité sans pénétration, c'est trop compliqué. Et nous, quand on a fait tout ça, et qu'on a tenu bon parce que ça nous permettait de retrouver la sensation de pouvoir faire la seule activité qu'on aime, et ben il y a une bouffonne qui vient parler à notre place pour dire « bah tu vois, elle c'est une bonne handicapée, elle a pas abandonné ». Et là, notre parcours thérapeutique, les traumas qu'il a engendrés, le gaslight qu'il a intériorisé, les souffrances qu'il nous a fait subir, les renoncements qu'il a demandé, les enjeux de lutte politique qu'il a révélés, et ben il devient un récit pour donner bonne conscience aux valides qui nous ont pas demandé une seule fois pendant ce temps-là comment on allait.
Mais le pire, c'est que tant qu'on peut, eh ben, on reste quand même dans le lien. Sauf que les gens, ils reviennent quand ils veulent, sauf que les gens, ils sont fuyants, et que c'est à nous d'entretenir le lien, et c'est à nous de donner des nouvelles, c'est à nous de planifier les rendez-vous et de porter la charge de cette relation, en plus de toutes les autres charges qu'on a à gérer. Et on finit par se demander, mais pourquoi on fréquente encore des valides? Pourquoi on fait tous ces efforts pour ne pas les mettre mal à l'aise, ou pour pas leur donner l'impression que leurs problèmes ils sont moins graves que les nôtres? Et on se demande si en fait, le truc qu'on nous aurait pas dit sur cette relation, c'est que depuis le début, il était convenu, sans qu'on le sache, qu'on serait amis, qu'on s'aimerait, jusqu'à ce que la maladie nous sépare.